Ceci est un livre audio autogénéré par Google. De Sedan à Sarajevo. Historique. Dirigé par Bruno Pequigno et Denis Rolland. La collection historique a pour vocation de présenter les recherches les plus récentes en sciences historiques. La collection est ouverte à la diversité des thèmes d'études et des périodes historiques. Elle comprend 2 séries. La première s'intitulant Travaux est ouverte aux études respectant une démarche scientifique, l'accent est particulièrement mis sur la recherche universitaire, tandis que la seconde, intitulée Sources, a pour objectif d'éditer des témoignages de contemporains relatifs à des événements d'ampleur historique ou de publier tout texte dont la diffusion enrichira le corpus documentaire de l'historien. Série Travaux. Sébastien Évrard, Les campagnes du général Lecourbe, 1794 à 1799, 2011. Jean-Pierre Hirsch, Combat pour l'école laïque en Alsace-Moselle entre 1815 et 1939, 2011. Yves Charpie, Paul Meunier, Un député au bois victime de la dictature de Georges Clémenceau, 2011. Jean-Marc Casillac, Jeanne d'Évreux et Blanche de Navarre, 2011. André Fourès, L'école du commissariat de la marine, Brest 1864 à 1939, regard sur 70 promotions et 1 millier d'anciens élèves, 2010. Néna FJIC Dubrovnik, Raguse au Moyen-Âge, espace de convergence, espace menacé, 2010. Jean-Paul Poirot, Monet, médaille et histoire en Lorraine, 2010. Manuel DURANDBARTHEZ. De Sedan à Sarajevo. 1870 à 1914, mésalliance cordiale. L'Harmattan. Du même auteur. Être autrichien. La problématique de la faute chez les écrivains autrichiens au début du siècle. Bern, Peter Lang, Europäische Schulschriften. Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur, 1594-1997. La photographie de la couverture est tirée du fond du Brooklyn Museum, NY. Exposition universelle Paris 1900. Pavillon de la Bosnie-Herzégovine. Brooklyn Museum Archive, William Henry Goodyear Archival Collection, New York, S03-06-01-014 image 1504. Photographie libre de droit. http://www.flickr.com/photo/brooklyn-museum de 485999257 -in -photostream. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 54 386 7. EAN 9 782 296 543 867. Avant-propos. Au lendemain de sa défaite à Sedan, la France doit payer un lourd tribut à l'Allemagne au terme du traité de Francfort. Néanmoins, le chancelier Bismarck agit en sorte que la dette soit juste suffisante pour mettre la jeune République à genoux, dans les limites de sa solvabilité. La vigueur de la nation française modifie toutefois ce tableau trop optimiste, et Bismarck est le premier surpris de la rapidité foudroyante avec laquelle M. Thiers et son gouvernement entreprennent de solder cette indemnité colossale. Peu à peu, les cabinets qui se succèdent à Paris remodèlent l'infrastructure économique et militaire de la France. Mais le contexte géostratégique européen ne lui permet pas d'agir seul. Un bicéphalisme se constitue progressivement autour des 2 foyers de tension que constituent la République et le Reich. La spirale qui devait monter entre la Triple Entente et la Triple Alliance n'apparaît pas encore en 1907. La défensive est alors le maître mot, pas franchement l'offensive. Et ce besoin de sécurité nécessaire à la création de 2 forces équivalentes en Europe pour maintenir un équilibre général est surtout perceptible en France où, depuis 36 ans, on essaye de briser l'encerclement allemand. La nomination à Berlin cette année-là,
d'un ténor de la diplomatie française, Jules Cambon, est à certains égards symptomatique de la vigilance de Paris à la veille de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par François-Joseph. Peu à peu, le voisin français recommence à devenir sinon encombrant, du moins un sujet de préoccupation grandissant outre-Rhin. Il faut en quelque sorte distraire les politiciens français de leur désir de récupérer l'Alsace-Lorraine. Les colonies offrent dans cette perspective un exutoire idoine. Certes, les facteurs qui ont pu contribuer de façon déterminante au déclenchement de la Première Guerre mondiale sous-tendent de multiples aspects, tant économiques que politiques, mais la composante coloniale nous semble revêtir une importance toute particulière. Les manifestations d'hostilité allemande vis-à-vis de l'expansion française en Afrique à ses dépens sont loin d'être négligeables. Peut-être doit-on voir là les rouages premiers d'une mécanique entraînant peu à peu l'Europe vers la guerre. D'heure en heure, de minute en minute, les conversations s'entrecroisent comme si les nations les engageaient à la fois sur les mêmes fils téléphoniques, écrit Poincaré en relatant les événements survenus en 19121. Il est paradoxal, alors qu'un flot brouillé et continu d'informations inonde aujourd'hui le réseau Internet, de constater qu'à cette époque déjà des flux d'ordre et de contre-ordre filent sur les câbles. Les représentations diplomatiques transmettent, reçoivent parfois simultanément des instructions, des objections, qui peuvent se chevaucher à la minute près et à un rythme accéléré. Les interceptions de messages, non seulement du fait des ennemis, mais aussi à l'intérieur des services où le soutien d'un même objectif stratégique ou politique n'est pas unanime, au Quai d'Orsay par exemple, entre 1905 et 1911, contribuent au désordre. Par ailleurs, les séjours aux eaux ou en villégiature de tel ou tel responsable politique de haut rang peuvent retarder ne serait-ce que d'une heure l'exécution d'une directive capitale. L'étude des relations diplomatiques de la France avec ses partenaires européens, et plus précisément l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, permet de mieux décrypter les étapes de la déconstruction. Les représentations françaises en Europe cherchent à calmer le jeu ou bien à attirer l'Autriche et l'Italie dans le camp de l'entente. Mais bien vite, l'Italie profite de l'affaiblissement de la Sublime Porte pour pénétrer en Tripolitaine et en Cyrénaïque, tandis que les Balkans secouent le joug ottoman fissuré par les Italiens. D'alliés, toutefois, les nouvelles nations de la péninsule balkanique deviennent ennemies. C'est la lutte fratricide engagée pour le partage du butin laissé par l'Empire éclaté de la Porte. La Serbie va profiter de ce désordre pour manifester son hostilité à l'encontre de l'Autriche-Hongrie, qui annexe la Bosnie-Herzégovine en 1908. En coulisses, l'Allemagne se tient à l'écart, attend calmement que la situation évolue. Elle proclame son pacifisme, mais n'agit pas concrètement dans ce sens. À Paris, les services du Quai d'Orsay, conduits par des agents frais et moulus de la jeune institution des sciences politiques, court-circuitent les messages de paix et de détente émis par les représentations diplomatiques françaises tant en Allemagne qu'en Autriche ou en Italie. La revanche est à l'ordre du jour dans les couloirs d'un ministère des Affaires étrangères souvent mal encadré, ce qui sert indirectement les intérêts allemands. Au lendemain de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, l'Autriche-Hongrie, avec une lourdeur et une maladresse insignes, contraint la Serbie à se déclarer malgré elle coupable, attisant la colère de la Russie qui fait jouer la solidarité slave. Londres et Paris restent sans voix, tant la surprise est grande. C'est alors que Berlin intervient, profitant au dernier moment du chaos généralisé, se présentant en quelque sorte comme le sauveur inespéré. Une action armée, très courte et d'envergure, donnerait une leçon aux Slaves et compenserait les insuffisances d'un empire austro-hongrois décadent et incapable d'assumer ses responsabilités. Dans ce contexte, l'Allemagne peut alors prétendre réaffirmer sa position dominante en Europe. Elle a, est-il encore bien nécessaire de le souligner, le soutien plus ou moins volontaire de ses ennemis dans cette entreprise. Leur impéritie, leur égoïsme, leur aveuglement servent le Reich. Il ne peut pas, de ce fait, être désigné seul coupable, alors même que ce vocable ne peut s'appliquer à qui que ce soit en particulier dans ce contexte historique, de l'hécatombe qui suivit. Le diplomate américain George F. Kennan ose énoncer l'expression de « grande catastrophe séminale de ce siècle », soulignant ainsi le mystère en quelque sorte de la responsabilité originelle. Dans chaque pays participant, une minorité voire une coterie de politiciens et d'officiers supérieurs,
compte sur des stratégies à court terme visant sinon une victoire, du moins un règlement profitable à bref délai. À la lumière de sources contemporaines et d'analyses récentes, anglo-saxonnes notamment, l'attentat de Sarajevo prend toute sa dimension d'événement terminal aussi inéluctable qu'improbable. Le problème des sources reste entier. À l'époque, elles émanent bien évidemment de personnalités politiques souvent partiales, d'intellectuels partisans, ou de documents diplomatiques triés sur le volet. L'historien Maurice Vaïs accentue le trait. La Grande Guerre va largement illustrer cette conception d'une histoire diplomatique mise au service de la politique. Dès les premiers mois de la guerre, en effet, le gouvernement français publie le livre jaune 3. Il s'agit d'une sélection de documents diplomatiques choisis avec soin dans un souci de guerre psychologique. 4. Cette observation fait écho à celle de Poincaré, lui-même naturellement enclin à une certaine partialité, relative au livre noir 5, équivalent russe du jaune, le livre noir toujours remarquable par l'art de la sélection 6. Il revient à de grands historiens, français comme Pierre Renouvin 7 ou anglo-saxons comme John F. Kiger 8, de retrouver un certain degré d'objectivité sur un sujet qu'en dépit des apparences, les chercheurs sont loin d'avoir épuisé. Un Henri Poincaré au service de la France, 9 années de souvenirs, tome 2, Les Balkans en feu, 1912, Paris, Plomb-Nourri 1926, page 182. 2. George F. Kennan The Decline of Bismarck's European Order, Franco-Rouchan Relations, 1875 à 1890, Princeton, 1979, page 3. The Great Seminal Catastrophe of this Century. Voir aussi, Wolfgang J. Mommsen, Die Urkatastrophe Deutschlands. Der Erste Weltkrieg 1914 à 1918, Handbuch der Deutschen Geschichte, Band 17, Stuttgart, Klett-Cotta 2002. 3. Ministère des Affaires étrangères, Documents diplomatiques 1914, La guerre européenne 1914. Le terme de livre jaune, par analogie avec le Blue Book britannique, désigne la publication sous couverture jaune de documents diplomatiques pour l'information des parlementaires et de l'étranger. 4. Maurice Vaïs, Les documents diplomatiques français, outils pour la recherche, revue pour l'histoire du CNRS, numéro 14 mai 2006. 5. Un livre noir, Diplomatie d'avant-guerre et de guerre d'après les documents des archives russes 1910 à 1917, préf par René Marchand. Paris, Librairie du Travail, 4 tomes en 6 vols, 1922-1934. 6. Raymond Poincaré au service de la France, 9 années de souvenirs, tome 3, L'Europe sous les armes 1913, Paris, Plomb 1926, page 92. 7. Pierre Renouvin, Histoire des relations internationales. Tome 6e, le 19e siècle. 2. De 1871 à 1914, L'apogée de l'Europe. Paris, Hachette 1955, La crise européenne et la Première Guerre mondiale, Paris PUF 1962. 8. John F. V. Kiger France and the Origins of the First World War, London, Macmillan 1983. Chapitre 1er Thiers et Bismarck. La paix de Francfort. Préliminaire de paix. Élu chef du pouvoir exécutif de la République française, le 17 février 1871, Adolphe Thiers apparaît sans doute à bon droit du côté français, comme la seule personnalité sur laquelle repose de fait la responsabilité des préliminaires de paix du 26 février 1871. Certains républicains intransigeants l'accusèrent de s'engager dans les pourparlers, sans avoir mesuré l'ampleur des exigences allemandes. S'il s'était montré plus circonspect, et s'il avait fait preuve de plus de perspicacité dans cette estimation, il est probable qu'il aurait placé le niveau de la barre des concessions plus haute afin de rétrocéder un minimum. Mais la stratégie qui sous-tendit ces pourparlers ne laissait pas raisonnablement entrevoir des possibilités de marchandage aussi simples. De plus, Thiers était parfaitement conscient de l'état déplorable auquel avait été réduite la force militaire française. Une enquête diligentée à l'époque de son élection, 19 février 1871, indiquait l'existence d'un contingent important apte à la mobilisation, 534 000 actifs, 354 000 réservistes, 332 000 relevant de la classe 1871 destinée à une intégration proche. Mais ces hommes étaient durement frappés par les événements, démoralisés et pour beaucoup mal formés.
La commission chargée de l'enquête a ainsi jugé que seuls 200 000 hommes étaient effectivement sûrs et aptes au combat. Tout le reste ou presque, au dire de Jules Simon, alors ministre de l'Instruction publique, constituait plutôt une source d'embarras et de désordre. Leur efficacité réelle n'était envisageable qu'au terme de plusieurs mois de formation. À dire vrai, il semble que Thiers ait perçu les conditions de paix telles qu'imposées par l'ennemi, comme relativement modérées neufs. Il se serait attendu, au sortir de Versailles, à une annexion allemande de toute la Lorraine avec Nancy en plus de l'Alsace, à une limitation forcée des équipements militaires français, de notre armée, de la flotte, des fortifications, peut-être aussi à une évacuation de nos colonies. Ainsi, il a expressément fait comprendre à Jules Simon le soir du 25 février, alors que les grandes lignes des conditions de paix étaient déjà tracées, que celles-ci, somme toute, n'étaient pas aussi insupportables, compte tenu de l'insigne faiblesse de la France d'alors et de la puissance d'un vainqueur qui semblait sans limite. On pouvait à certains égards imaginer que la France avait été mise à l'abri des conséquences délétères de la griserie des vainqueurs par l'attitude sobrement réaliste et modérée, quoique incontestablement pragmatique, de Bismarck. En effet, il était facile de concevoir outre-Rhin que le montant des réparations aurait pu largement dépasser celui que fixa le chancelier du Reich. De même, ce dernier jugea prématuré, voire inopportun, de donner suite à court terme aux prétentions coloniales issues d'un courant fort dans les milieux politiques prussiens. D'une manière générale, il aurait eu à cœur de ne pas infliger à la France des préjudices durables susceptibles d'affecter notablement sa stabilité intérieure, et donc de susciter un état de révolte néfaste à l'épanouissement de la paix future. Bismarck a par exemple volontairement renoncé à l'idée d'un échange de Metz contre le Luxembourg, qui eût porté atteinte à la neutralité du Grand-Duché chèrement obtenue 4 ans plus tôt. Il est sans doute opportun à ce propos de rappeler les circonstances en lesquelles éclata, dans les années qui précédèrent, la crise luxembourgeoise, car celle-ci contribua de façon significative à envenimer les relations franco-prussiennes. Les succès de Napoléon III sur les champs de bataille, notamment en Crimée, 1856, l'avaient incité à accentuer sa politique expansionniste. La défaite de l'Autriche à Sadowa contre la Prusse en 1866 tendait à réorganiser l'échiquier européen et à faire naître un conflit latent entre la France et la Prusse. Bismarck voulait écarter Paris de son théâtre d'opération et conclut secrètement un accord avec Napoléon III, fermant les yeux sur une éventuelle extension territoriale française aux dépens de la Belgique et surtout du Luxembourg. Profitant de cette libéralité prussienne, Napoléon III avait démarché le roi des Pays-Bas Guillaume III, exerçant de fait la souveraineté sur le Luxembourg en vertu de l'article 67 du Congrès de Vienne. Hybride, le Grand-Duché faisait partie de la Confédération germanique d'obédience autrichienne jusqu'en 1866, puis de la Confédération de l'Allemagne du Nord après la victoire prussienne. La démarche de l'empereur français auprès du souverain néerlandais consistait en une offre d'achat du Grand-Duché pour une somme de 5 millions de florins. Guillaume III ne souhaitait pas au fond que la France occupât une place plutôt dérangeante sur son fief, ni se mettre en porte-à-faux avec la Prusse. Mais ses difficultés financières le poussèrent à accepter l'offre de Paris le 23 mars 1867. Pour éviter d'être piégé dans un conflit franco-prussien à cause de cette transaction que Bismarck risquait de contester, le souverain néerlandais conditionna néanmoins l'acceptation de la vente du Luxembourg à l'approbation de la Prusse. Lorsque l'opinion prussienne eut vent de cette négociation, elle se sentit outragée car la dynastie des Luxembourg avait donné 4 empereurs au Saint-Empire. Depuis son annexion à la Confédération de l'Allemagne du Nord, une garnison prussienne stationnait à Luxembourg. Les activistes favorables à la France suscitèrent contre ces troupes une agitation qui, cela se conçoit, des plus forts à Bismarck. Il fallut négocier pour mettre un terme à un climat délétère entretenu d'ailleurs discrètement par le prince Henri, statoudeur du Grand-Duché, frère de Guillaume III. Au terme de 5 jours de pourparlers à Londres, il fut entendu le 11 mai 1867 que la France renonçait à ses prétentions, la garnison prussienne évacuait Luxembourg, sa forteresse était démantelée, les Pays-Bas maintenaient leur souveraineté, le Grand-Duché, enfin, restait neutre en toutes circonstances conflictuelles. Metz, donc, ne fut pas échangé contre le Luxembourg. Thiers subordonna la cession de l'Alsace-Lorraine aux nécessités stratégiques du moment,
et conditionna le tracé des nouvelles frontières aux stricts impératifs de sécurité militaire. Il aurait été insensible aux aspects éthiques et psychologiques de cette annexion. L'opinion publique du Reich jugeait légitime le montant élevé des réparations infligées aux vaincus, en expiation notamment des lointains abus napoléoniens sur les territoires allemands. De même regardait-elle l'Alsace-Lorraine comme un joyau de la culture germanique. Ces considérations, vis-à-vis de Bismarck, s'effaçaient devant la nécessité stratégique de la défense de la Nouvelle-Allemagne face à un probable sursaut des forces françaises dans un avenir plus ou moins proche. Ainsi, le maintien de son exigence de l'annexion de Metz était lié à sa conviction du caractère imprenable de cette place militaire. La nécessité d'un acquiescement rapide et sans résistance à cet impératif de la part de Thiers paraissait inéluctable au chancelier. En revanche, son obtention fut présentée à l'empereur Guillaume Ier comme un acquis remarquable, peu évident a priori, tout à l'honneur de son illustre représentant. Bismarck, qui n'était pas homme à laisser dominer son jeu par un artifice diplomatique issu de la partie adverse, a dû céder ou faire mine de céder, tout bien pesé sur la question de Belfort. Juger son maintien dans le giron de la France comme une performance diplomatique de la part de Thiers n'est cependant pas déplacé. Il a frappé au bon endroit, au bon moment dans le jeu de la discussion 10. Dans l'esprit des revendications territoriales imposées par l'ennemi, les préliminaires de paix du 26 février induisent dans les clauses subséquentes une soumission sans faille à la volonté du vainqueur allemand. Ainsi en est-il des articles 2 et 3 relatifs au paiement des indemnités et à l'occupation des territoires envisagés comme une garantie jusqu'au solde définitif de la dette. La France paiera à SM l'empereur d'Allemagne la somme de 5 milliards de francs, art. 2. Sans doute a-t-on alors fermement soutenu côté français que ce paiement conduirait le pays à la ruine, mais cela n'implique pas, tant s'en faut, que Bismarck, en contradiction avec sa volonté constamment affirmée de rester dans les limites du supportable, aurait voulu saigner la France à blanc. Quant à Thiers, en bon financier, il sut faire preuve de finesse dans sa manière de diligenter la négociation. Il assura jusque dans les moindres détails la levée des sommes utiles aussi bien au paiement des réparations qu'à la réhabilitation de l'armée française. En regard même des ressources financières du Reich avant 1914, leur montant était exorbitant. Néanmoins, il apparaît qu'après mûre réflexion Thiers semblait convaincu que cette somme était certes considérable, mais pas insupportable et qu'en aucun cas les pourparlers de paix ne devaient achopper à cause d'elle. De plus, la brièveté toute relative des délais de paiement, au moins 1 milliard jusque fin 1871, le reste dans un espace de 3 ans après la ratification des préliminaires, le 2 mars 1874, rend bien compte du fait que Bismarck était confiant quant à la satisfaction de ses exigences et qu'aucune arrière-pensée ne le guidait à l'époque. Il aurait pu en effet prévoir un échéancier impossible à tenir de la part de la France, et susciter par là volontairement des motifs d'intervention militaire répressive ou coercitive, accentuant ainsi la portée de l'occupation. D'un côté, Bismarck souhaitait vivement le maintien du gouvernement Thiers, en qui il voyait un négociateur fiable, la cession de Belfort et le règlement de la question relative à l'investissement de Paris en témoignent 11, mais par ailleurs, pour lui, les fruits de la victoire ne pouvaient pas non plus dépendre uniquement de l'existence néanmoins fragile de ce gouvernement, ni de sa bonne volonté temporaire, acquise sous la pression. Du fait qu'au moment de la conclusion des préliminaires, le gouvernement français avait bon espoir de liquider le versement des 2 premiers milliards dans un bref délai, les mesures prises dans le cadre de la dernière tranche de paiement perdaient en partie leur sens. Ainsi Thiers pouvait-il se targuer d'avoir obtenu une réduction de la durée globale d'occupation, aux grandes dames de l'ennemi. En faisant preuve d'un optimisme peut-être excessif, la fin de l'année 1871 pouvait même être considérée comme un objectif envisageable pour le départ de l'occupant. Le traité de Francfort et ses conséquences. Les préliminaires de Versailles constituent sans aucun doute un pas décisif vers la paix. En revanche, le traité de Francfort du 10 mai 1871 a généré toute une série de charges accrues en regard de celles prévues par ces préliminaires. Le chancelier a obtenu la consolidation de la promesse du respect des clauses prévues aux articles 7 et 8 du protocole d'accord. Elle précise en premier lieu les modalités de paiement des réparations. Un premier versement de 500 millions
était exigible 30 jours après le rétablissement de l'autorité gouvernementale à Paris. 1 milliard était dû avant la fin de l'année 1871, un quatrième demi-milliard avant le 1er mai 1872, alors que les préliminaires, article 2, ne prévoyaient qu'1 milliard sans versement intermédiaire. Les 3 milliards restants devaient être réglés avant le 2 mars 1874. Le montant des intérêts annuels relatifs aux impayés, fixé au taux de 3%, devait être versé le 3 mars. Concrètement, après paiement de 2 milliards, au plus tard le 1er mai 1872, les forces d'occupation devaient, quoi qu'il arrive, s'abaisser au seuil de 50 000 hommes et 18 000 chevaux. Malgré tout, il est compréhensible que la méfiance ait prévalu en Allemagne en regard de l'augmentation des effectifs de l'armée française projetée à Paris par le chef de l'exécutif, au-delà du contingent de 400 000 hommes en service à l'époque de Napoléon III. Thiers outrepassait par là considérablement le volume des forces allemandes en activité en temps de paix. Compte tenu du contingent disponible de 300 000 hommes, le chef de l'exécutif proposait d'appeler chaque année sous les drapeaux 90 000 jeunes Français à servir 8 ans, dont 5 dans l'active et 3 dans la réserve. La France pouvait ainsi compter sur une armée active de 450 000 hommes, augmentée de 120 000 hommes, sous-officiers, volontaires, etc., et de 350 000 réservistes, ce qui, abstraction faite de la marine dont l'importance et l'efficacité n'étaient pas franchement significatives et du taux annuel de mortalité prévisible, devait permettre de disposer une armée de campagne de 800 000 hommes. Cependant, les chiffres fournis par Thiers ne tenaient pas obligatoirement compte de forces d'appoint, telles les troupes coloniales, les formations relevant de la police parisienne et la gendarmerie. Bien que l'effort déployé par la France fût considérable, il ne pouvait raisonnablement porter ses fruits que très graduellement. Officiellement, cette armée nouvelle était fondamentalement réputée défensive, mais la passion rhétorique de Thiers l'entraînait à des discours qui n'étaient pas vraiment de nature à rassurer l'Allemagne, laquelle prétendait elle-même s'abstenir d'accroître notablement ses effectifs. En effet, le chef de l'exécutif proclamait que la France n'avait jamais été dotée d'une armée aussi puissante et que eût-elle été opérationnelle en 1870, la victoire y aurait été remportée haut la main, à tout le moins conquise de haute lutte. Les propositions de Thiers, qui s'opposait ouvertement aux résolutions de la Commission parlementaire des affaires militaires de l'été 1870, furent aussitôt accueillies par l'Assemblée avec une irritation notoire susceptible d'engendrer facilement la chute du chef de l'exécutif. L'attention soutenue avec laquelle fut suivie l'affaire à Berlin s'accrut encore, lorsqu'en décembre 1870, le projet de budget alloué à la défense pour 1872, soumis à l'Assemblée, montra en détail au prix de quels sacrifices on envisageait de payer le relèvement de l'armée. Tandis que l'on économisait sans ménagement sur les crédits affectés à la marine, l'ordinaire de l'armée se voyait doté d'un budget de 450 millions de francs, dépassant ainsi de 75 millions et demi celui d'avant-guerre, 374 millions et demi à la veille du conflit de 1870. Face à l'armée impériale de 400 000 hommes, la France pouvait maintenant lever une force équivalente à 464 000 hommes. Le gouvernement du Reich était dans le même temps sérieusement préoccupé par le discours menaçant des bulletins français d'information militaire, ou plus généralement officiels, faisant état de manière précipitée d'un sentiment revanchard susceptible d'éclater au grand jour dans un avenir relativement proche. Lui-même commençait à croire à la vraisemblance d'un tel danger. Les partisans d'un service militaire obligatoire de 3 ans sur le modèle prussien, impliquant l'incorporation si possible globale de toutes les forces vives aptes au service, n'avaient pas perdu l'espoir de l'emporter à la Chambre. Parmi leurs chefs de file les plus en vue, se distinguait l'infatigable général Trochu, autrefois gouverneur de la place de Paris et surnommé le participe passé du verbe trochoir. Convaincu au contraire de contribuer utilement par là au redressement de son pays, Thiers crut bon de s'opposer vigoureusement à une modification radicale de la structure de l'armée en vigueur depuis Napoléon XII. Personnellement, Thiers jugeait préférable une révision pure et simple de la loi de Saint-Cyr de 1818, avec 8 ans de service et des modalités de suppléance, qu'il trouvait adaptées aux exigences pratiques du moment, moyennant quelques retouches mineures. Néanmoins,
Il consentit à une réduction de la durée dans une proportion qu'il estimait encore admissible, à 5 ans de service actif, en deçà de laquelle il considérait que la carrière de sous-officier perdait de son intérêt. Le cuisant échec que venait d'essuyer le pays ne résultait pas tant du fait de la loi militaire française de 1818 elle-même, mais du laxisme avec lequel Napoléon III l'avait appliquée, sans compter la somme d'autres erreurs en tout genre accumulées au fil du conflit. Abstraction faite de la médiocrité notable de l'état-major sur le plan stratégique, Thiers observa avant tout les signes de ce laxisme dans la manière extrêmement cavalière qui caractérisa l'ouverture des hostilités, sans préparation diplomatique réelle, avec des forces militaires insuffisantes, tant sur le plan de l'équipement que sur celui des effectifs particulièrement réduits. Il avait aussi entièrement raison d'affirmer que la France, avec ce même système de défense plutôt ancien, était néanmoins en capacité de rendre disponible 1 million d'hommes en cas de guerre, moyen suffisant en termes de défense aussi bien selon toute probabilité qu'en termes d'attaque, à condition bien sûr que l'on pose en préalable, comme il est d'usage pour ce type de conflit, la nécessité de s'adjoindre des forces alliées. Avec le recul, ces éléments d'appréciation peuvent néanmoins être qualifiés de relativement modestes, compte tenu du fait qu'à cette époque, les forces allemandes disponibles en cas de guerre se chiffraient à 1 271 350 hommes, actives 687 000, réserves 241 500, troupes d'occupation 343 100. Voilà donc un fait historique particulièrement remarquable. Tandis que la France dispose de plus de 450 000 hommes dans le cadre d'un service de 5 ans, le Reich victorieux abaisse la durée de service de son infanterie à 2 ans. On ne peut nier qu'en Allemagne, face à une telle situation, le fait d'éviter toute dépense militaire susceptible de paraître superflue ait pu sembler totalement incongru. La vague de succès et de victoires qui marquèrent la décennie de la guerre n'était-elle pas due à une logistique militaire sans faille soutenue par un budget conséquent ? N'était-il point paradoxal qu'à Berlin, on préféra écourter la durée du service au prétexte que la solide réputation de la structure militaire allemande pouvait autoriser un tel relâchement ? La puissance vaincue semblait au contraire tenir un raisonnement tout autre. En effet, le 27 juillet 1872, avec une majorité considérablement réduite, 341 voix contre 253, Thiers arrivait à ses fins au terme d'une joute oratoire laborieuse qui dura 3 jours. La nouvelle loi instituait le service militaire obligatoire sans droit de remplacement, sur la tranche d'âge s'étalant de 20 à 40 ans, 5 ans d'active, 4 ans de réserve, 5 ans d'armée territoriale, 6 ans de réserve territoriale. À titre de comparaison, en Allemagne en 1871, on compte 3 ans d'active, 4 ans de réserve, 5 ans de territoriale, Landwehr, soit un total de 12 années. Ce n'est qu'en 1888 que la tranche d'âge sera prolongée à 43 ans, du fait de la réintroduction de la seconde levée de la Landwehr et de l'institution de sa réserve. En France, la classe annuelle de 300 000 hommes fut divisée en 2 parties. La première comptant seulement 90 000 hommes pour le service de 5 ans, l'autre, abstraction faite des 6 mois de classe des réformés, était dévolue à la mobilisation en cas de guerre. Le pays disposait donc d'une force de 464 000 hommes en temps de paix, et était en mesure, en cas de conflit, d'affecter environ 1 100 000 hommes, sans compter la territoriale. Cependant, la moitié de cet effectif n'aurait servi que sur un délai compris entre 6 mois et 1 an. Par ailleurs, une quantité non négligeable de soldats pouvait avoir été mise en disponibilité depuis une période susceptible d'atteindre 7 ans. Dans la mesure où l'Allemagne pouvait opposer une masse de 1 271 350 hommes, en 1875, son armée de campagne en comptait 687 000, la réserve 241 250 et les troupes d'occupation 343 100, sa supériorité restait garantie, aussi longtemps que l'on pouvait se fier aux estimations de L', état-major prussien qui qualifiait en bloc l'armée territoriale française d'imaginaire. Cette évaluation aurait dû toutefois tenir compte d'une translation arithmétique graduelle en faveur de la France. Pleinement appliquée 20 ans après sa promulgation, la loi lui permettait de mobiliser jusqu'à 2,5 millions d'hommes en cas de guerre. Active 795 000, réserve 510 000, territoriale 600 000, réserve territoriale 600 000. Ainsi,
Il semble bien que dans les années qui suivirent 1871 et la proclamation du Reich, la majorité des Allemands ait mis en doute avec une outrecuidance infondée ce mot de Bismarck affirmant qu'il eût été heureux de voir son peuple animé dans son ensemble par un patriotisme à la hauteur de celui des Français. Le système Bismarck. Bismarck a suscité en Allemagne une quantité considérable d'analyses historiques, se situant de ce point de vue en troisième position après Luther et Goethe dans le panthéon germanique. C'est à bon droit que l'on peut évoquer un système bismarckien dont l'influence put s'exercer outre-Rhin, au moins jusqu'en 194-1513. À certains égards, encouragé par l'échec des révolutions de 1848 à 1849, le futur chancelier fut inspiré par d'illustres prédécesseurs, Louis Bonaparte XIV et le prince Félix Schwarzenberg. L'idéalisme philosophique ayant prévalu à l'époque de Kant, Fichte et Schleiermacher était étranger à Bismarck. De même, il manifestait quelques réticences à l'encontre du rationalisme présent chez Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer et Karl Marx qui, tout en invoquant des principes hegéliens, allaient bien au-delà. De même, vis-à-vis de l'influence exercée par le pouvoir ecclésiastique, Bismarck s'est-il distingué des idées professées par William Gladstone qui, au début de sa carrière politique 15, avait prôné un rapprochement essentiel entre l'Église et l'État, idée qui avait notablement marqué Frédéric Guillaume IV de Prusse 16. Pour Bismarck, un programme politique ne peut pas être défini en rapport direct avec la doctrine chrétienne. Il croit certes en Dieu, juge qu'il est maître du monde, mais que ses desseins, pour reprendre une formule relativement populaire, sont impénétrables. De fait, il estime que l'histoire a montré le caractère déterminant de l'exercice du pouvoir dans le franchissement de ces étapes décisives, pouvoir issu d'un pragmatisme servant la raison d'État. En quelque sorte, celle-ci est mise en œuvre par le pressentiment que l'homme d'État éprouve sous l'effet de la sphère divine, en vue d'agir efficacement d'une manière ou d'une autre. Le ciel peut donc l'inspirer sans que la logique de ce mécanisme soit humainement explicable. Les apparences sont sauves puisque la réelle politique est la transposition de l'exercice d'un pouvoir qui, au bénéfice du doute, n'est pas incompatible avec la volonté divine. Ce concept de réelle politique est issu en grande partie d'un essai d'Auguste Ludwig Rochow, Grundsätze der Realpolitik, Angewandte auf die staatlichen Zustände Deutschlands, fondement de la réelle politique adaptée aux conditions de l'État allemand, 1853. Impliqué dans le putsch de Francfort de 1833. Le 3 avril, une cinquantaine d'étudiants prirent d'assaut le corps de garde, soit l'équivalent de l'hôtel ou de la préfecture de police, de Francfort dans l'intention de nuire à la Confédération germanique. Ils échouèrent. Rochow échappa à une peine d'emprisonnement à vie, s'enfuit en France où il vécut une quinzaine d'années. Il revint en Allemagne au moment de l'épisode révolutionnaire, et prit parti en faveur de l'unification allemande sous la houlette de la Prusse. Néanmoins, selon lui, ce processus devait émaner d'un mouvement social et non d'une action militaire. Il devint en 1859 secrétaire de la Deutsche Nationalverein, de coloration libérale, opposé à Bismarck. La Realpolitik, selon les préceptes énoncés dans son essai, impliquait l'alliance du gouvernement avec les forces les plus représentatives de la société à un moment donné. La bourgeoisie correspondait momentanément à ce socle. Le terme Realpolitik fut par la suite galvaudé, mais au sens rigoureusement historique, il semble ne devoir s'appliquer qu'à son exercice dans la décennie qui suivit 1848. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.